Imaginez la situation suivante. On souhaite calculer la force qui serait exercée sur une charge ponctuelle qu'on va appeler C3, qui est à proximité de deux autres charges, une charge C1 et une charge C2, dont on connaît bien la valeur de la charge. Par exemple, C1 pourrait avoir une charge moins Q, et la C2 pourrait avoir une charge plus Q. Ce qu'on souhaite, c'est calculer la force totale qui va être exercée sur la charge numéro 3. Et bien pour ça, on va procéder de façon relativement simple. Déjà, il faut connaître un peu la position de ces charges dans l'espace, et on va imaginer une situation très simple, puisque ces charges pourraient être placées sur les sommets d'un triangle équilatéral. Cela signifie que l'on connaît la distance qui sépare chacune de ces charges, et c'est la même à chaque fois, on va l'appeler petit a, cette distance. Voilà. Il va y avoir une force répulsive exercée de C1 sur C3, puisqu'elles sont de même signe. Donc, il va y avoir une force qu'on va appeler F1,3, et puis une force attractive exercée par C2 sur C3, qu'on va appeler F2,3. Le but de l'exercice est donc, je vous le rappelle, de calculer la force totale exercée sur la particule 3, et c'est donc la somme de la force F1,3 et de la force F2,3. Voilà ce que l'on souhaite faire. Il faut exprimer la force F1,3. Exprimer une force, c'est donner ses composantes sur les vecteurs de base, et ici les vecteurs de base seront les vecteurs UX et UY, le vecteur de base des coordonnées cartésiennes. Eh bien, commençons à exprimer F1,3. Revenons-en à la définition d'une force électromagnétique. On va suivre le cours, K, la constante connue, Q1, Q3, divisé par R, la distance qui sépare la force 1, la charge numéro 1 à la charge numéro 3, et ici cette distance vaut petit a. Je remplace a carré fois un vecteur unitaire U1, 3. Donc là je suis vraiment ce que nous dit le cours. Alors il faut préciser un petit peu ce qu'on a. Donc on a Q1 qui était égal à moins Q, Q2 Q3 qui est égal également à moins Q, A carré c'est une donnée, on le garde, et maintenant il faut exprimer le vecteur U13. Alors qu'est-ce que c'est que le vecteur U13? Eh bien par définition, le vecteur U13 c'est la distance, ou le vecteur C1, C3, divisé par la norme du vecteur C1, C3. Alors il faut donc exprimer le vecteur C1, C3. Alors qu'est-ce que c'est que le vecteur C1, C3? Eh bien, on voit que pour aller de la charge 1 à la charge 3, on se déplace de A sur 2 horizontalement, donc A sur 2 fois UX, et on se déplace verticalement de quelle distance? Alors on voit que c'est verticalement, c'est pas tout à fait A, c'est A fois le sinus de l'angle qu'il y a au niveau de la charge C1, donc A fois sinus de pi sur 3, ça doit faire quelque chose comme A racine de 3 sur 2, A racine de 3 sur 2, verticalement, donc selon UY. Il faut diviser par la norme du vecteur C1, C3. La norme du vecteur C1, C3, c'est tout simplement la distance C1, C3. Et ici, c'est A. Il reste donc pour le vecteur U13, 1 demi de UX plus racine de 3 sur 2 fois UY. On peut donc remplacer ici, dans l'expression de la force F13, avec 1 demi de UX plus racine de 3 sur 2 fois UY. Voilà, on va simplifier un tout petit peu, en voyant qu'on peut écrire ça sous la forme K, Q carré sur A carré, facteur donc de 1 demi de UX, plus racine de 3 sur 2 fois UY. Nous allons faire la même chose avec la force F de 3. Bien, allons-y. Revenons-en encore une fois à la définition de la force électrostatique. Donc c'est K fois Q2, Q3, divisé par A carré fois le vecteur unitaire U de 3. Alors, continuons. Q2, c'est la charge de la charge numéro 2, et ici c'est plus Q, donc ça fera K facteur de plus Q que multiplie
moins Q, la charge de la charge numéro 3, A carré, et le vecteur unitaire U2, 3. Alors, qu'est-ce que le vecteur unitaire U2, 3? Encore une fois, on en revient à la définition du vecteur d'un vecteur unitaire. C'est donc le vecteur C2, C3 divisé par la norme du vecteur C2, C3. Ici, on voit qu'on est dans une situation très similaire à la situation précédente, sauf que pour aller de la charge numéro 2 à la charge numéro 3, on se déplace de moins A sur 2 sur l'axe horizontal et de plus racine de 3 sur 2A sur l'axe vertical, comme tout à l'heure. Encore une fois, il faut diviser par la norme, ici A. Et il reste moins 1,5 de UX plus racine de 3 sur 2 de UY. Voilà, on a exprimé le vecteur unitaire U de 3 en fonction de données connues, les vecteurs de base UX et UY. Et donc on peut remplacer pour avoir la force F de 3 en K moins KQ carré sur A carré, facteur de moins 1,5 de UX plus racine de 3 sur 2 fois UY. Nous sommes donc en mesure de revenir à notre point de départ qui était le calcul de la force totale. Ici, le calcul de la force totale nous donne donc la somme des deux forces. Ah, pourquoi ça ne veut pas marcher? Hop. Tout va bien. Alors, F1,3, on voit qu'on peut mettre KQ carré sur A carré en facteur, puisqu'il apparaît dans les deux termes. Donc, facteur de 1,5 de UX plus racine de 3 sur 2 fois UY, hop, plus KQ carré sur A carré. Alors, ici, la force de 3, il y a bien un signe moins, moins 1,5 de UX plus racine de 3 sur 2 fois UY. Alors, qu'est-ce que donne donc la force totale? Il reste pas mal de choses qui se simplifient. On voit que le racine de 3 sur 2 fois UY s'annule dans les composantes de F1,3 et des composantes de F2,3, et il ne reste que tout simplement KQ carré sur A carré fois 1,5 de UX moins 1,5 de UX, et donc 1 fois UX. Voilà. On se rend compte que la force totale, donc ici on peut encadrer puisqu'on a obtenu le résultat souhaité. On a bien exprimé la force totale uniquement en fonction des données de l'énoncé, K, Q, A, et puis le vecteur de base UX. On voit que cette force est horizontale. On aurait pu le deviner un petit peu ici, en voyant que, évidemment, les deux forces qui sont de même norme, eh bien, vont se compenser sur l'axe vertical, et il ne restera qu'une force totale horizontale.